Alors bonjour à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui, sous l'impulsion de l'Union patronale, où nous appartenons tant Anis qui se présentera que moi-même, nous sommes tous les deux membres du bureau de l'Union patronale des Alpes-Maritimes, organisé ce webinaire sur un thème qui est, alors, le timing n'est peut-être pas le bon, mais le thème est le bon, ça c'est certain, hein, qui sont les accords de performance collective. Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis donc Marielle Valicki, je suis avocat au barreau de Nice et au barreau de Paris et j'interviens dans le domaine des entreprises. Voilà. À toi, Anis. Bonjour à tous, donc je suis Anis Nassif, je suis président du groupe Concertae, qui est un groupe d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseil. Et comme Marielle le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que le timing fin juillet est compliqué pour vous, mais il y a un sujet d'actualité assez important et assez intéressant pour vous qu'on a aimé partager le plus tôt possible. Voilà, donc vous allez voir le PowerPoint, on va faire un partage, vous allez voir le PowerPoint, donc il n'est pas question de vous lire le montant de mon intervention, hein, puisque le but c'est qu'on soit le plus accessible possible, c'est un thème qui est un peu technique. Donc, vous aurez la possibilité, on va faire 2-3 pauses hein, avec Anis, donc vous aurez la possibilité de poser ces questions à ce moment-là, vous les écrivez et Elodie nous les posera. Et si on n'a pas la réponse, parce que bon, on est loin d'avoir la réponse à toutes les interrogations, on est sur un domaine qui est peu encore exploité et on n'a pas de recul, donc on essaiera en tout cas d'être aussi pragmatique et répondre à vos questions. Voilà, donc, alors, effectivement, si je vous dis… Alors, on partage, voilà. Si je vous dis l'équipe de Richebourg, Air Austral, eh bien, ce sont le point commun de ces entreprises. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est sur des grandes entreprises. Ben justement, le but de notre intervention avec Anis aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est un vrai sujet et pas seulement pour les grandes entreprises qui sont habituées à avoir des DRH organisés et à faire des choses aussi pragmatiques possibles, c'est que les TPE sont aussi éligibles à ça et que vous avez un intérêt fondamental d'utiliser l'outil qui s'appelle l'accord de performance collective, et je vous dirai à chaque fois APC. Donc là aussi, vous allez voir, le PowerPoint est très dense parce que je suis avocat, donc j'essaye de vous donner toute la matière possible. Vous verrez qu'il n'y a pas de jurisprudence, on n'a quasiment pas de recul, hein, puisque c'est très récent. Et vous verrez également que je me contenterai d'appuyer sur certains points qui me paraissent fondamentaux, et les autres, vous pourrez les retrouver soit sur la chaîne YouTube de l'UPE, soit sur celle de mon cabinet, et vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire et nos interventions, et éventuellement de reposer des questions si elles ne vous viennent pas tous à l'esprit aujourd'hui, de poser des questions ultérieurement à l'Union patronale. Alors, ces grandes entreprises qui ont effectivement commencé à utiliser cet outil, il faut savoir que l'outil a été créé, donc il est récent aussi. Il a été créé par une ordonnance du 22 septembre 2017. Hein, parce qu'avant, ça n'existait pas. Alors, ça s'appelait comment avant? Accord de préservation, accord de développement de l'emploi, accord de réduction du temps de travail, accord de maintien de l'emploi, accord de mobilité interne. Eh bien, en fin de compte, les APC, ça sera un regroupement de tout cela, de façon pragmatique. Pour une fois, ils ne nous ont pas fait une usine à gaz, et pour une fois, ils nous ont fait un outil qui était applicable relativement facilement et qui peut permettre et qui implique nécessairement la discussion au sein de l'entreprise et avec les partenaires sociaux. Donc, le cadre légal. Alors, hop là, on est parti. Alors, le cadre légal, vous voyez, hein, cet article L2254-2 du Code du travail est extrêmement, là aussi, dense. Donc, je vais vous donner 2-3 mots-clés. Cet accord, c'est pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver ou de développer l'emploi. Donc, on voit déjà 2 choses qui se démarquent. Un accord de performance collective peut, et là c'est fondamental, c'est le cadre de ce que vous allez pouvoir faire, aménager la durée de travail, ses modalités d'organisation et de répartition, premier point, aménager la rémunération au sens de l'article L3221-3, dans le respect bien évidemment des salaires minimaux hiérarchiques mentionnés, déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Donc là, on a quelque part, on pourrait presque s'arrêter là, on a dans ces 3 alinéas de cet article le cadre et le contenu.
Alors, l'accord, il y a une chose qui va être importante, c'est le préambule, parce que le préambule, hein, c'est l'alinéa, c'est le deuxièmement. L'accord définit son préambule, ses objectifs. Donc là aussi, on va y revenir tout à fait dans le détail. Alors voilà le plan qu'on a préparé pour vous, hein, c'est-à-dire les avantages à la mise en place d'un accord de performance collective, avec effectivement, on a considéré que ça répondait à une réponse pertinente aux besoins de l'entreprise et une réponse issue de la négociation collective. Ça, je vous l'avais dit. Et deuxièmement, il y a quand même des inconvénients à la mise en place de cet accord. Donc, vous allez voir une limitation de la marge de manœuvre et un risque de contentieux. Alors, commençons par les choses positives, parce que si on fait le poids dans la balance, il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Alors, effectivement, la conclusion d'un accord de performance collective, c'est l'aboutissement d'une phase de négociation avec les acteurs compétents à cet effet, ce qui justifie la grande souplesse. Et là, on a de la chance parce qu'on a un dispositif qui est souple. Donc là aussi, hein, ça c'est l'organisation, c'est une réponse qui est pertinente aux besoins de l'entreprise et qui est issue de négociations collectives. Alors, hop, il ne veut plus. Alors, excusez-moi, j'ai mon PowerPoint qui fait des siennes. Alors, donc, une réponse pertinente aux besoins de l'entreprise. En fin de compte, ça part d'un rapport du président de la République avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui avait donné comme feuille de route et qui a donné naissance à ce dispositif. Et l'objectif était de permettre aux entreprises d'anticiper et de s'adapter rapidement aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché par des accords majoritaires simplifiés. Donc, c'était une opportunité pour les entreprises de procéder à une réorganisation sans avoir à passer par des licenciements collectifs et notamment des PSE. Alors, vous imaginez qu'en 2017, quand le gouvernement a réfléchi là-dessus, malheureusement, il n'avait pas du tout imaginé qu'on pourrait traverser la crise qu'on traverse, crise confinement, crise sanitaire, crise juridique, crise économique, crise financière, et je m'arrêterai là. Pour autant, c'est un merveilleux outil aujourd'hui, et c'est ça l'important. Et dans le but de prévention, l'union patronale étant là notamment pour aider et former les chefs d'entreprise, eh bien c'est un outil magnifique qui permet de limiter les dégâts. Alors malheureusement, on n'est pas magicien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste anticiper ou limiter les dégâts en faisant des choses qu'en temps normal, on n'a pas le droit de faire, comme baisser les rémunérations. On n'a bien sûr pas le droit de faire. Et quand on le fait, ça entraîne des licenciements économiques. Là, on change de cadre légal et on va avoir un outil qui est effectivement très, très pratique. Alors, l'accord de performance collective permet également, et ça c'est une nouveauté, de négocier les choses, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il n'y a pas d'effectif minimal, il n'y a pas d'effectif maximal. Effectivement, l'article L2254-2 du Code du travail prévoit que cet accord répond aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise pour préserver ou développer l'emploi. Donc vous voyez, il y a toujours vraiment ces deux choses. Les nécessités de l'entreprise, c'est-à-dire que si on regarde et si on fait un peu de sémantique et d'analyse de texte, la première chose qui arrive dans l'article, c'est la nécessité de fonctionnement de l'entreprise. Et après seulement, préserver ou développer l'emploi. Donc, on arrive à des situations qui vont être extrêmement diverses et qui, à mon avis, sans préjuger de vos situations internes dans vos entreprises, vont pouvoir s'adapter à la quasi-totalité de vos contextes de développement ou d'amélioration. Alors, la première chose, le premier motif, c'est la nécessité de fonctionnement de l'entreprise. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, on est en matière d'organisation, de gestion. Qu'est-ce que demande la loi? Des motifs sérieux, qui sont inscrits dans un contexte spécifique. Là, le contexte spécifique, ce n'est pas la peine de développer. On n'a jamais eu un contexte aussi spécifique, dans lequel l'entreprise doit procéder à une réorganisation pour continuer à être compétitive. Et ça, c'est un motif qui va pouvoir être utilisé par l'employeur. Alors, dans les licenciements économiques, pour ceux qui connaissent le droit social, on avait déjà un critère jurisprudentiel qui était le licenciement économique, ça peut être pour préserver la compétitivité de l'entreprise. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est même pas jurisprudentiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas attendu que la jurisprudence et les tribunaux et les cours d'appel se positionnent. On largue déjà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Et vous allez voir que la réalité des nécessités sera ensuite appréciée a posteriori par le juge, mais tout ça, on le verra dans un troisième temps. Deuxième motif, préserver ou développer l'emploi.
Donc là, on comprend bien que la première chose, on marque toujours en premier ce qui est le plus important, la première chose, c'est le maintien de l'emploi. Après, il peut y avoir le développement, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on est à des années-lumière du développement de l'emploi. On a des plans sociaux qui s'annoncent de partout. On a toutes les grandes boîtes qui nous annoncent des chiffres qui sont, à mon avis, totalement effrayants. Donc là, on est sur effectivement le maintien de l'emploi. Et pour maintenir ces emplois, on va avoir des marges de manœuvre. Et notamment, dans ce domaine-là, alors d'habitude, par exemple, vous le savez, pour les licenciements économiques, suivant la taille des entreprises, quelquefois, il faut des baisses de chiffre d'affaires sur un trimestre, sur 2 trimestres, sur 3 trimestres consécutifs. Là, on n'est pas là-dedans. Attendez, j'admets quelqu'un quand même. Je ne sais pas si c'est Elodie qui peut le faire. Je n'ai pas la souris, sinon je vais l'admettre. Voilà. Là, on n'a pas besoin de chiffres qui soient exigés. C'est là aussi totalement novateur. C'est-à-dire que là, on est dans la discussion avec ce qu'on appelle les IRP, les institutions représentatives du personnel, et on y reviendra pour savoir qui. Mais là, on n'est pas encore dans le qui, on est dans le quoi. Et donc, on n'a pas de chiffres. Donc, c'est quand même une énorme souffrance, une énorme, je dirais, nouveauté par rapport à tout ce qui a existé et un outil parfaitement adapté à la crise que nous connaissons. Donc, il a le moyen d'être invoqué, cet outil, dans une logique de développement, d'amélioration des performances et aussi face à un environnement économique et social concurrentiel ou changeant. Alors là aussi, dans quel thème on va pouvoir intervenir? Il y en a 3. La durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition. Vous avez déjà tout ce que vous pouvez connaître du droit du travail, vous voyez déjà que ça offre énormément les choses. Ça ne s'arrête pas là. La rémunération, la seule limite, et elle est de taille, mais c'est une logique absolue, dans le respect des salaires minimums interprofessionnels de croissance et des minima conventionnels. Ça va de soi. De toute manière, on n'a pas le droit d'être en dessous des minima conventionnels. Donc, la seule limite qu'ils mettent, elle est, entre guillemets, superfétatoire, puisqu'on n'a pas le droit d'aller en dessous. Et le 3e point, la détermination des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne de l'entreprise. Et là aussi, on sait que quelque part, et en dehors de ce cadre-là d'accord collectif, quand on veut faire déménager un salarié d'une filiale à une autre, quand on est un groupe ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Alors que là, c'est simple. C'est simple si on respecte bien évidemment, je dirais, ce que la loi prévoit. Mais donc là, vous avez 3 leviers. La durée, la rémunération, la mobilité géographique. Dans aucun outil en droit du travail, ça fait 31 ans que je fais ce métier, vous n'aurez cette possibilité de bouger la rémunération sans avoir l'accord express de tous les salariés. Et là, on va voir qu'on n'est pas non plus sur ce terrain-là. Alors, le dispositif des accords de performance collective, c'est un atout, c'est qu'effectivement, généralement, les accords collectifs sont à durée déterminée. Eh bien là, vous allez pouvoir faire un accord ou à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ça veut dire que dans l'hypothèse où vous cherchez une variable d'ajustement, vous allez peut-être partir sur une durée indéterminée. Si vous avez effectivement quelque chose de très ponctuel, vous allez partir sur une durée déterminée. Mais aujourd'hui, il me semble, mais bon, ça manque de recul hein, parce qu'on n'a pas de critères, je vous dirais, d'appréciation par les tribunaux. Il me semble que la durée indéterminée me paraît aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans notre pays, on ne sait pas quand la relance économique va intervenir, la durée indéterminée me paraît plus souple, hein, plutôt que de repartir sur une autre négociation dans quelques temps. Vous avez donc la possibilité, employeur, de modifier les contrats de travail de certains salariés de votre entreprise. Ces modifications des contrats ne sont pas tenues de respecter le principe de faveur appliqué aux accords collectifs. C'est-à-dire qu'ici, le principe, il s'apprécie par rapport à l'intérêt collectif et non pas par rapport à l'intérêt individuel. Et là, c'est fondamental. C'est fondamental puisqu'effectivement, l'intérêt collectif, on va le voir, et vous le verrez dans le développement, à l'aune de l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontre, de plus ou moins grande importance, et à l'aune également des concessions que l'entreprise va pouvoir faire pour ses salariés. On n'est pas dans quelque chose du tout pour tout. Ce n'est pas tout pour l'employeur, rien pour les salariés. On est dans une négociation salariale, bien évidemment, syndicale, avec les partenaires sociaux. Donc, il va falloir essayer d'arriver à un équilibre. Donc, les salariés, s'ils refusent, alors qu'il a été négocié, et on verra dans quel cadre dans les slides d'après, ils s'exposent à une mesure de licenciement qui pourrait être prise à leur encontre. Et ce licenciement n'entre pas dans la catégorie des licenciements économiques. Et là aussi, gros clignotant, je dirais que c'est un point fondamental,
Quand on veut modifier le contrat de travail d'un salarié en le faisant travailler moins, en changeant des critères importants qui ne sont pas inhérents à la personne du salarié, on est dans le cas d'un licenciement économique où l'employeur a obligatoirement une obligation de reclassement. Et si l'employeur ne procède pas à l'obligation de reclassement, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eh bien là, pas du tout. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'obligation de reclassement, mais il n'y aura aucun droit de regard sur cette mesure par l'administration, ce qui peut être le cas de la directe dans le cadre de certains licenciements collectifs ou même ou des PSE. Donc là, on est à l'abri de toute condamnation pour absence de motif réel et sérieux. Donc vous voyez que ça rentre dans les outils qui sont d'application immédiate. C'est la raison pour laquelle, avec Anis et avec le bureau de l'Union patronale, on était partagés. On avait vu qu'il n'y avait pas énormément de personnes présentes, mais le besoin, il est maintenant. Il n'est pas dans 6 mois. Donc, on s'était dit que tant pis si les chefs d'entreprise sont trop préoccupés par leur chiffre d'affaires, on allait quand même le faire en temps réel maintenant. Et puis, vous le regarderez quand vous pourrez, chacun. L'Union patronale va communiquer sur cet outil, va communiquer sur cet accord, enfin sur la journée, sur notre webinaire de ce matin, et chaque chef d'entreprise, en fonction de ses besoins, eh bien, il se connectera quand il pourra. Donc, l'APC, il offre également à l'employeur des avantages pour répondre aux besoins de son entreprise et pour éviter les PSE. Donc, on est toujours dans la prévention. Donc, le grand B, c'était une réponse issue de la négociation au sein de l'entreprise. Donc là aussi, très rapidement, pour faire cet accord, avec qui, quelles sont les entreprises auxquelles il va s'appliquer, l'entreprise ou l'unité économique et sociale, l'établissement ou le groupe. Donc là, on voit aussi, et je n'irai pas plus loin, que c'est effectivement très souple. Dernière chose, les APC sont soumis aux conditions de validité des accords majoritaires. Donc là, effectivement, l'employeur doit négocier ces accords avec les délégués syndicaux s'ils existent ou avec les autres moyens de négociation dérogatoires. Et maintenant, Anis, c'est à toi. Je te passe la parole. Merci, Marielle. Moi, je voudrais juste revenir. Marielle vous a donné le cadre juridique et réglementaire pour mettre en place les accords. J'aimerais juste moi revenir sur l'aspect économique et l'aspect un peu financier des opérations. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle a été conçue donne une flexibilité importante pour les entreprises et, comme Marielle le rappelait, pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères de taille. Le seul élément qui a été retenu, c'est que ce soit dans le but du fonctionnement de l'entreprise, et c'est une des rares fois où on met le fonctionnement de l'entreprise en priorité, et le développement et la préservation de l'emploi. Ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons, et compte tenu des difficultés que les entreprises rencontrent, c'est le moment ou jamais de se poser des questions de fond qui ont pour but d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise et d'optimiser les coûts de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce dispositif qui permet d'adapter les contrats et les conditions de travail est aussi mis en place même si l'entreprise n'a pas de difficulté économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre où il faut prouver une difficulté économique majeure, comme c'est le cas dans les sujets habituels de plan de sauvegarde de l'emploi. On est dans un contexte beaucoup plus souple. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une phase de négociation compliquée quand même. Aujourd'hui, quand on touche aux éléments de rémunération, d'organisation de travail et de mobilité des salariés, ça crée automatiquement un mouvement de défense et il va falloir passer outre. Mais il faut aussi voir que l'idée aujourd'hui de ce texte, c'est de faire un appel à la responsabilité et à la solidarité au sein de vos équipes dans l'entreprise. C'est-à-dire que le discours est de dire le but est de sauver l'entreprise et vos emplois, et chacun va devoir faire un effort. Et là-dessus aussi, il faut bien préparer le dossier parce qu'on ne veut pas aller dire à un salarié bonjour, on va diminuer ton salaire, changer tes horaires et t'envoyer dans la filiale qui est juste à côté. Et c'est la loi qui nous l'autorise parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'on a entre les mains un outil pour améliorer la performance et la productivité, augmenter la rentabilité ou récupérer une rentabilité perdue et aussi optimiser la répartition et la charge de travail et la rémunération entre les différents salariés dans l'entreprise. Ce qui nécessite au préalable une analyse assez approfondie de l'organisation, des coûts dans l'entreprise, de la charge de travail,
des équipes. Est-ce que je recrute ou est-ce que j'organise les gens qui sont déjà dans l'entreprise? Du système de rémunération, parce que ça touche aussi des négociations portant sur les salaires, les durées de travail, le système de primes, l'intéressement. Donc, il faut quand même travailler sur un motif sérieux et une volonté de sauver l'entreprise. Et il faut surtout documenter, parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, moi, ce que c'est bien de faire le travail en commençant par une analyse très approfondie des aspects financiers, des aspects management, des aspects de l'organisation dans l'entreprise. Et une fois que cette analyse est faite, vous pourrez passer à la préparation de la documentation et du dossier de négociation. Et là, il faut absolument se faire accompagner parce que ce n'est pas un sujet facile à gérer. C'est assez technique quand même. Et ce n'est qu'une fois que tout ça est prêt qu'on pourra lancer la phase de négociation, qui va être la phase la plus critique d'un point de vue relationnel, mais pas la plus critique d'un point de vue réglementaire et droit. Parce que le risque derrière tout ça, c'est une invalidation du dossier. Donc aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est le moment de bouger, c'est le moment de mettre en place des outils et c'est aussi une opportunité pour l'entreprise de se repositionner et de se recréer en matière d'outils de pilotage, de suivi d'activité de ses équipes et de sa rentabilité. Il y a des limites, Marielle les a rappelées, mais elle vous a aussi rappelé qu'elles sont quand même très limitées par rapport à ce qu'on a eu précédemment et elles sont tout à fait gérables. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis peut-être qu'à ce stade-là, si vous avez une première série de questions avant de passer à la suite, Élodie, je ne sais pas si tu as des questions. Anis, j'ai demandé à tous les participants de mettre surtout leurs questions, hein, si jamais ils le souhaitent dans le chat. Comme ça, nous, on peut leur donner la parole. D'accord. Okay. Jusqu'à maintenant, la seule question, ça a été de dire, mince, il n'y a plus le PowerPoint à l'écran. Est-ce que c'est normal ou pas? Mais oui, c'est normal. Donc Très bien. Oui, parce que mon image est plus importante que le texte. Non, mais en fait… C'est une bonne réponse. Et j'allais dire qu'avant de passer à la deuxième partie très technique, vous voyez, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu un tirage au sort au bureau de l'UPE, si aujourd'hui interviennent un expert comptable, un avocat. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez de façon générale, ce sont les deux conseils de l'entreprise, mais pas pour qu'ils travaillent chacun de leur côté, et c'est pour ça qu'il y a une petite vocation pédagogique, c'est pour qu'ils travaillent ensemble. Parce que chacun, on a un morceau de notre savoir. Quelquefois, on a des choses en commun. On a des études qui sont quelquefois sur certaines matières qui sont ensemble. Hein, mais on est les deux outils, les deux professionnels qui travaillent avec les entreprises, c'est l'expert comptable, l'avocat. Et sur ce genre de choses, c'est un travail en commun qui doit être fait en amont. De toute manière, quand l'entreprise rencontre des difficultés, il est impératif que ces deux professionnels, qui sont deux professions réglementées, travaillent ensemble. Et aujourd'hui, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire avec Anis pour vous dire, oui, si vous voulez que votre accord il soit le mieux monté possible, bien sûr que vous avez l'obligation d'avoir un avocat. Il n'y a pas d'improvisation à ce niveau-là. C'est injouable, c'est trop technique. Vous allez le voir, on va rentrer dans la deuxième partie beaucoup plus technique. Vous avez un avocat habituel, vous allez le voir, bien évidemment. Il faut juste qu'il soit spécialisé en droit du travail. C'est la seule contrainte. Mais il faudra aussi que votre expert comptable soit associé. Ce n'est pas parce que c'est du juridique que l'expert comptable, on ne va pas le consulter. Parce qu'il y a des incidences économiques. Il faut présenter quelque chose, on va rentrer, qui tient la route économiquement, financièrement. Et donc là, c'est du travail et de la collaboration, je dirais, intelligente et complémentaire de l'expert comptable et de l'avocat aux côtés du chef d'entreprise que vous allez pouvoir faire un outil qui sera parfaitement adapté. Voilà, ça c'était la petite liaison entre les deux. On en revient à la technique pure. Alors là, je vais aller beaucoup plus vite parce que vous avez donc ce support qui est extrêmement précis, j'allais dire extrêmement technique et pas très intéressant à présenter à l'oral parce qu'on est dans des dispositions légales très très contraignantes. Alors, juste les grandes lignes et vous pourrez vous y référer autant que vous voulez ou le réécouter ou le relire. Cet accord, il peut être conclu avec qui? Parce qu'il vous faut un interlocuteur. Vous êtes entreprise. Qui va être votre interlocuteur? Le premier interlocuteur visé, c'est effectivement le délégué syndical. Donc, c'est depuis le 1er mai 2018 et c'est l'article L2232-12 du Code du travail qui précise que tous les accords collectifs doivent répondre à une condition majoritaire et en conséquence être conclus. Et là, il vous détermine tous les modes
de partenaires avec lesquels vous pouvez conclure. Et même quelquefois, puisque vous savez qu'aujourd'hui on a parlé beaucoup du CSE, quelquefois le conseil d'entreprise, le CSE de un conseil d'entreprise, tout ça est dans la technique. Hein, donc on va effectivement avancer rapidement. C'est la première chose, c'est effectivement le délégué syndical. La deuxième, si on n'a pas de délégué syndical, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis là pour vous présenter toutes les pistes. Hein. Eh bien, ça sera avec des élus ou des salariés mandatés. Donc, en l'absence, on aura les élus du personnel mandaté ou des salariés mandatés par les organisations syndicales au niveau de la branche ou au niveau national. Là aussi, dans les détails, je vous laisse en prendre connaissance. Alors, il va falloir différencier là aussi la taille de l'entreprise. Si vous avez moins de 50 salariés, plus de 50 salariés, entre 11 et 50, moins de 50, en tout cas, il y a une chose qui est importante, parce qu'on a aussi un tissu de TPE dans notre département, c'est de savoir que si on n'a pas d'élus, hein, et là je ferai peut-être éventuellement à la fin un petit topo sur ça, si on n'a pas d'élus, parce qu'on n'a pas encore atteint les seuils, parce que si on les a atteints et qu'on n'a pas fait d'élections, c'est plus gênant, on va pouvoir passer à la validation référendaire du personnel. Et ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, vous êtes uniquement 8 salariés, pour autant, vous avez besoin d'un accord de cette nature, mais vous n'avez pas d'élection du personnel, comment vous faites? Eh bien, on passe à la validation référendaire. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Que vous dire d'autre sur tout ce qui est, j'allais dire, plus syndical que social, hein. Les négociations, elles vont... L'employeur, parce qu'il aura bien travaillé, et là c'est le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il aura travaillé avec son expert comptable, avec son avocat, avec son, s'il a effectivement un DAF en interne, il va devoir travailler avec transparence. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y aura un contrôle du juge quand même, hein, mais je le dis d'emblée, il va falloir travailler avec transparence et a fortiori aujourd'hui dans le contexte actuel. En temps normal, si on ne respecte pas les organisations syndicales, il y a ce qu'on appelle le délit d'entrave. C'est du pénal, hein, c'est du tribunal correctionnel, ce n'est pas du tribunal de police. Hein. Mais aujourd'hui, ce que j'ai dit dans tous les webinaires où je suis intervenue, s'il y a bien un moment où il ne faut pas mépriser, je dirais, le dialogue social, c'est bien en ce moment. Ça sera extrêmement mal perçu par les tribunaux. Parce qu'on a effectivement une situation inédite, avec des employeurs qui ont peut-être peur de perdre leur boîte, et des salariés qui ont peur de perdre leur emploi. Et la seule façon de sauver l'entreprise, parce qu'en fait on parle que de ça, là, sauver l'entreprise, parce que pour sauver l'employeur et pour sauver les salariés, il faut sauver l'entreprise. Et la seule façon de sauver l'entreprise, c'est d'être transparent, c'est d'être loyal, et c'est d'avoir une véritable réflexion en amont pour effectivement trouver les meilleurs outils possibles. Alors, la mise en place d'un accord de performance collective, elle est, je vous l'ai dit dès le départ, on a une grande liberté accordée aux parties dans la négociation. Alors ça, c'est cool, parce que on n'est pas super encadré, on n'est pas fliqué, si vous me permettez l'expression. On a effectivement une grande liberté. Cette grande liberté, il faut la mettre au service de la négociation, et non pas au service, je dirais, des intérêts personnels d'un des deux clans. Là, on ne peut plus faire de l'opposition employeur-salarié. Sinon, toutes les boîtes vont, enfin, en tout cas, nos TPE et nos PME vont y perdre beaucoup de plumes, et c'est une certitude. Donc, il va falloir travailler en amont, être dans la transparence et regarder ce qui est le mieux pour l'entreprise je dirais, en respectant, bien évidemment, les préconisations de ce qui vont être nos interlocuteurs dans le dialogue social. Autre chose qui est fondamentale, vous ne le savez peut-être pas, les accords collectifs habituels sont publiés, et publiés notamment sur Légifrance. Et là, c'est quelque chose de totalement novateur, c'est que les APC ne font pas l'objet d'une publication sur la base des données des accords collectifs. Donc, c'est là aussi fondamental. Ça veut dire que vous avez une confidentialité. Donc, c'est une chance. Notre législateur, quelquefois, il n'est pas super inspiré, mais quand on a des dispositions, qu'elles soient réglementaires ou législatives, qui sont bien, il faut le souligner. Et là, c'est le cas. Cette confidentialité permet déjà, par rapport à la concurrence, par rapport à tout ça, vous pouvez faire quelque chose vraiment avec vos équipes en interne. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce qui veut dire que l'employeur et les partenaires sociaux vont déterminer le contenu des APC, tout en sachant qu'il n'y a qu'à l'intérieur de l'entreprise que l'on va pouvoir avoir accès à ces négociations. Alors, ok, ça, je vous ai donné tous les avantages. Il y a bien évidemment des risques. Et il m'était, dans l'obligation de conseil en façon générale, je devais effectivement vous expliquer quels étaient les risques. Alors, si les accords de performance collective ont
effectivement beaucoup d'avantages. Il ne faut pas occulter les risques qui accompagnent ce type de dispositif. Donc là, il y a deux risques, hein. Une limitation de la marge de manœuvre de l'employeur et un risque de contentieux a posteriori. Alors, ne vous inquiétez pas sur les titres, hein, parce que le risque de contentieux, il existe en France, quoi qu'on fasse. Donc, c'est juste une explication pédagogique pour vous déterminer quels sont les risques de contentieux. D'abord, la limitation des marges de manœuvre. Donc, effectivement, même s'il y a une grande liberté, il va falloir l'utiliser et pas en abuser. Pourquoi? L'employeur va demeurer quand même limité en cas de blocage lors des négociations et des discussions. Oui, c'est-à-dire que si le contenu n'est pas assez équilibré et si les IRP, hein, quelle qu'elle soit, le partenaire avec lequel vous allez négocier cet accord n'est pas d'accord, eh bien, le partenaire va dire non. Et donc, eh bien, l'accord ne pourra pas être signé et l'accord ne pourra pas être applicable. Vous êtes donc obligé d'arriver à un consensus. Et c'est pour ça qu'on parle de négociation. Parce que là, c'est vraiment de la négo. C'est comment préserver, l'employeur ou son représentant va regarder comment préserver les intérêts de l'entreprise et le partenaire social va regarder comment protéger au mieux les salariés. Et c'est cette discussion qui va naître dans une loyauté, une transparence qui va permettre de signer un accord. Mais si le partenaire social n'est pas d'accord, l'accord ne sera pas signé. Et si ce n'est pas assez équilibré, eh bien, l'accord ne pourra pas. Donc on est sur des concessions. Les concessions de la part de l'employeur, les concessions de la part des salariés et du représentant de ces salariés pour arriver à quelque chose d'équilibré, tout simplement. Je pense que le mot clé, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la protection de l'entreprise, parce que c'est quand même la priorité, et la protection des salariés qui vont devoir faire des sacrifices avec des limites, bien évidemment. Alors, quels sont les exemples déjà existants? L'équipe. L'équipe a présenté, donc ça c'est bien parce qu'on a pu avoir des informations, hein, le 8 juin, un projet d'accord de performance collective qui prévoyait une réduction des RTT de 22 jours à 6 jours. Donc on voit quand même une baisse de salaire légèrement supérieure à 10% et aussi le gel des augmentations collectives. Ça, c'est tous les efforts faits par les salariés pour sauver l'entreprise. Qu'a fait de son côté la direction? Elle s'est engagée à ne pas procéder de licenciement économique jusqu'en 2024. Le directeur général du groupe a proposé de diminuer sa rémunération de 15%. Et vous voyez, il y a eu également la possibilité d'ouvrir un compte épargne permettant d'épargner 10 jours par an, la mise en place du télétravail et la favorisation des départs à la retraite. Donc vous avez l'exemple, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir trouvé cet accord, parce qu'on voit exactement les accords qu'ont fait les salariés, les accords qu'ont fait l'employeur et l'entreprise. Effectivement, l'entreprise, elle dit, bon ben voilà, je vous promets, il n'y aura pas de licenciement économique. S'il y en a qui veulent partir à la retraite, on va favoriser leur départ. Mais en revanche, il n'y aura pas de licenciement économique. Et moi, directeur général, je vous ai demandé les salariés de baisser un peu plus que 10%, je crois qu'on était à 11%, mais moi, directeur général, je baisse de 15%. Moi, ça me paraît éthique. Parce que là aussi, les salaires des dirigeants en France, c'est comme si c'était quelque chose de secret défense. Alors, dans le monde entier, tout le monde parle des rémunérations des dirigeants. Mais en France, on ne sait pas parler argent, c'est très franco-français. Tant pis, là, il va falloir apprendre. Autre exemple, Air Austral. Alors, Air Austral, qui est une compagnie aérienne, elle a réussi elle aussi à boucler un accord. Et cet accord prévoit le gel des salaires sur 3 ans. Donc, on voit déjà que là, on annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation. La renonciation de l'ensemble des salariés à tout ou partie de leur 13e mois en fonction de leurs revenus, ainsi que des mesures de mobilité interne. Donc, eux, ils ont profité des 3 leviers. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été sur la diminution du 13e mois, donc ça veut dire une diminution de rémunération, mais en fonction des revenus, et on verra tout à l'heure qu'effectivement, c'est les plus hauts revenus, on touche aux plus hauts revenus, on ne touche pas aux plus bas. Ça va de soi, mais c'est clair de le préciser. Et en contrepartie, qu'est-ce qui s'est passé? La compagnie aérienne, elle a garanti le maintien de l'emploi. Et elle a conclu un accord de rupture conventionnelle en offrant effectivement des conditions intéressantes à ceux qui voulaient partir, hein, parce que la rupture conventionnelle, vous savez que c'est uniquement ceux qui veulent partir, et pendant une durée d'1 an. Donc là, du coup, on a un accord qui a été signé aussi parce que c'était équilibré. Alors, il y a eu un échec, parce que là aussi, il m'appartenait d'essayer de trouver des échecs. Donc, on a l'échec de Atos Aéronautique. Et là, ça a été vraiment, parce que c'est pour ça que le risque, je suis là pour vous parler du risque, hein, non seulement il y a eu l'échec de l'accord, mais quelque part, il y a eu une tension
dans l'entreprise, avec un contexte social qui s'est fortement dégradé. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire? Atos, ils avaient essayé pendant le mois de juin, donc ils avaient envisagé une diminution de 15% des rémunérations, la suppression des indemnités kilométriques, la suppression des majorations d'équipe, la diminution des primes d'engagement pour les encadrements et pour les cadres. Et dans les salariés, et on reconsidérait que c'était vraiment trop, je dirais que c'était trop contraignant et qu'il n'y avait aucune concession du côté des employeurs. Donc le syndicat majoritaire a refusé de signer. Et qu'a fait la direction? Elle a menacé les salariés d'un plan massif de licenciement, 240 sur 500, on est sur 50% des salariés. Donc effectivement, il y a eu un bras de fer, et là, il y a eu une tension, et vous allez voir que ça peut aller jusqu'à la grève. Donc il faut bien négocier. Il ne faut pas juste avoir les instruments techniques. L'avocat, ça va de soi, l'expert comptable, vous avez compris. Mais je veux dire, il faut aussi que le chef d'entreprise, il privilégie, j'allais dire, la forme et le fond. Il faut privilégier le fond. On a commencé à voir ce que c'était. La forme, je dirais le respect de l'autre, le respect de l'interlocuteur. Ben sinon, c'est l'échec. Et si c'est l'échec, eh bien, vous voyez, c'est la slide d'après. Donc là, il y a une erreur, excusez-moi, ce n'est pas Air Austral, c'est de Richebourg. De Richebourg a failli en faire les frais également. De Richebourg a été malheureusement, a vécu de nombreux mouvements sociaux importants au mois de mai et au mois de juin. À la suite, un accord a pu être signé le 12 juin 2020. Et alors lui, qu'est-ce qu'il comprenait? Il comprenait une suppression des indemnités forfaitaires et journalières de transport et de repas, la suppression du 13e mois. Alors là, vous voyez, si je vous ai mis ça, c'est pour que vous compreniez. Des cadres gagnant 2 fois 5 fois le SMIC. Pour les autres, le paiement se fera en octobre et décembre. Vous comprenez bien qu'il y a une différenciation. Les cadres sont les plus hauts revenus de l'entreprise. Donc, effectivement, les cadres, on a dit, on va supprimer. En revanche, pour les salariés, on va juste proratiser. On ne paye pas tout en même temps parce qu'on a des problèmes de trésor. Donc, on va le faire en 2 fois. Et on choisit l'autre mois où on le fait. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est du sur-mesure. On est dans la cosmétique. Effectivement, en contrepartie de ça, de Richebourg s'est engagé à ne pas procéder à des licenciements économiques jusqu'en juin 2022 et de maintenir un dispositif d'activité partielle. Donc voilà, et d'aller dans les licenciements qui seraient à intervenir jusqu'à 8 mois de salaire en plus de l'indemnité de licenciement. Donc cet accord, il s'est fait au forceps. Et donc il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des grèves, donc il a fini par se signer. Mais globalement, ça a été compliqué et les salariés ont considéré qu'il y avait eu un chantage à l'emploi. Donc, ça a fortement dégradé le dialogue social dans l'entreprise et je dirais la motivation des salariés. Et s'il y a bien un moment où il ne va pas falloir démotiver nos salariés, c'est maintenant. Parce qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas être compétitif sans eux. Sans nous, les dirigeants, les salariés n'ont pas d'emploi, mais sans eux, nous, on ne travaille pas. Donc là, je pense qu'il faut arrêter les clivages, arrêter les oppositions. Il faut être solidaire. Et j'aimerais que ce mot reste dans votre esprit de façon, je dirais, pérenne. Donc, vous le voyez, la conclusion d'un APC est une option qui va permettre à l'entreprise de faire des économies, de réorganiser, mais il faut une réflexion vraiment approfondie et il faut faire du sur-mesure, c'est ce que je vous disais. Il faut éviter le rapport de force et si on voit que l'accord ne peut pas être signé et que les choses sont trop compliquées, il faut arrêter. Il faut arrêter avant d'arriver à des grèves ou à des mouvements sociaux. Dernière partie, c'est le risque de contentieux, puisque vous l'avez vu, en amont, il n'y a pas de contrôle. Il y a une discussion entre les syndicats ou le représentant, les IRP et l'employeur, mais il n'y a pas de contrôle. Donc forcément, ce contrôle sera fait a posteriori. On a un filtre, bien évidemment, qui va être les partenaires sociaux, puisque sans eux, on ne peut rien faire, sauf si on fait le référendum salarial. Mais une fois que la négociation est achevée et que l'accord est conclu, le juge il demeure compétent pour effectuer un contrôle. Et donc, effectivement, c'est une source de contentieux, mais j'allais dire comme d'habitude, comme dans tous les accords collectifs, pas dans celui-là en particulier. Donc voilà, je voulais recadrer. Donc, le juge va effectivement opérer un contrôle complet qui va porter sur les conditions de déroulement de la négociation et sur le contenu de l'accord. Ça va être devant le juge judiciaire et toute personne qui a un intérêt, et notamment les salariés, ça va de soi, a un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'accord.
Alors, vous le verrez, l'article L2262-13 du Code du travail précise qu'il appartient, et ça c'est important, ça s'appelle la charge de la preuve, qu'il appartient à celui qui conteste la légalité de l'accord d'en rapporter la preuve. Donc, c'est quand même, il va falloir quand même que le salarié puisse avoir un certain nombre d'éléments, puisqu'il a la charge de la preuve, comme par exemple l'employeur a la charge de la preuve dans un licenciement pour faute grave. C'est l'employeur qui a la charge de la preuve exclusivement. Là, on est dans la même chose. Donc, il pourra le faire. Alors voilà, ça c'est déjà le délai de 2 mois. Et autre chose, le salarié qui est dans un litige prud'homal, il va pouvoir le faire en dehors du délai de 2 mois. Voilà, c'est juste que vous le sachiez. On ne va pas perdre plus de temps là-dessus. Alors, quels sont le contrôle, sur quoi va porter le contrôle du juge? Sur les conditions du déroulement de la négociation. Donc, dans un premier temps, le juge va opérer un contrôle pour vérifier la régularité du mandat du délégué syndical, les conditions de représentativité de majorité d'accord, l'indemnité, l'identité des acteurs de la négociation. Ça, c'est quand même ce que j'appelle la forme, hein. Dans un deuxième temps, le juge va opérer également un contrôle sur la qualité du consentement accordé lors de la phase de négociation. Hein. Est-ce qu'ils se sont prononcés? Et là, c'est fondamental. Là, je mets encore un clignotant rouge. Il va vérifier si l'employeur a fourni tous les éléments de façon extrêmement transparente pour que les partenaires sociaux signent en toute connaissance de cause. Donc, il va vérifier si l'employeur a fourni une information complète, loyale et utile. Et dans une jurisprudence, alors ce n'est pas sur des accords de performance collective, bien évidemment, mais on a effectivement un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 octobre 2019, hein, qui effectivement mentionne que si la loi ne prévoit aucune liste d'informations dont la communication est impérative, il n'en demeure pas loin que l'employeur doit mettre à la disposition des acteurs de la négociation les éléments indispensables à celle-ci. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas signer un accord s'ils n'ont pas, ou s'ils ont un bilan qui par la suite a été négocié, hein, s'ils ont des chiffres qui sont inexacts. Donc là, on revient sur 2 mots. Hein. En fin de compte, il y en a 3. Solidarité, éthique, transparence et négociation, il y en a 4. Donc là, si vous faites les choses de façon non transparente, eh bien, le juge sanctionnera a posteriori, et je suis désolée de vous le dire, tant pis pour vous. Ça sera de votre faute si vous avez un contentieux, parce que vous n'aurez pas été loyal dans la négociation, alors que vous avez un outil parfaitement adapté. Que va pouvoir vérifier le juge également? Le contenu même de l'accord de performance collective. Hein. C'est-à-dire que, je vous l'avais dit, il y a une chose qui est quand même importante, plus dans le symbole que dans le reste, c'est le préambule. Le préambule, on détermine les objectifs. À quoi on veut arriver? Moi, je fais des préambules dans tous mes accords collectifs pour expliquer quel est le sens de l'accord. Ce mot « sens » aujourd'hui, il va falloir aussi qu'il ait plus de sens que d'habitude, si vous me permettez. Il faut que les gens comprennent à quoi ça sert. Il faut qu'il y ait du sens dans le management, mais il faut qu'il y ait du sens dans la négociation. Et il faut expliquer aux partenaires sociaux. Si on passe en force, c'est foutu. Eh bien, le juge, effectivement, il va vérifier. Mais bon, là, il n'y a pas de nullité. C'est-à-dire que si par hasard le préambule n'est pas extrêmement bien fait, on ne voit pas de nullité qui pourrait être encourue. Le juge il va vérifier effectivement si vous avez respecté ce que le Code du travail prévoit, c'est-à-dire que l'accord de performance collective ne peut conduire qu'à aménager la durée du temps de travail, les organisations, la rémunération, déterminer les conditions. Donc là, on revient à ce que je vous disais en préalable, hein, dès le départ de mon intervention, le juge vérifie qu'on rentre bien dans le cadre légal. J'allais vous dire, c'est la moindre des choses que le juge vérifie cela. Hein. Et l'article toujours 2254-2 du Code du travail prévoit que l'APC peut préciser différentes mentions, les modalités d'information, les conditions. Mais tout cela, c'est facultatif. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. En revanche, s'il faut perdre du temps sur quelque chose, c'est vraiment, puisque là, on a fini, on est à la conclusion. Hein, donc, Anis et moi, nous allons vous faire parvenir nos conclusions. Je vais laisser Anis prendre la parole avant moi, mais vous comprenez que, oui, vraiment, 4 mots-clés. Transparence, éthique, solidarité, négociation collective. Si vous arrivez à respecter ces 5 critères qui me paraissent, on dirait, supralégales, parce que le juge, il intervient après. Mais vous imaginez si on annule ce qui a été fait? Bon bref, c'est très compliqué. Je ne veux même pas aller sur ce terrain-là. Donc la seule façon de faire bien les choses, c'est de les faire en transparence, avec les éléments financiers que vous avez à votre disposition, en travaillant avec votre expert comptable, en travaillant de concert avec votre avocat, pour qu'effectivement
Alors, on a toujours quelquefois des salariés qui sont de mauvaise foi, oui, bien sûr. S'il y en a un qui va, parce qu'il est dans le cadre, je ne sais pas, d'un contentieux prud'homal, où il réclame le paiement d'heures supplémentaires, hein. Je parle de ça parce que j'ai un dossier de cette nature, et qu'en même temps, à l'occasion de son dossier prud'homal, eh bien, il est dans le délai et il peut parler de l'accord. Il va le critiquer. Mais si vous avez bien fait les choses en amont, bien sûr que j'ai appelé ça risque, mais ce n'est pas un risque, parce que le juge, il validera et il déboutera le salarié de sa demande. Donc, quand on parle d'un risque, c'est d'un risque si vous faites mal les choses. Si vous les faites bien, vous ne pourrez pas éviter le risque prud'homal, mais vous pourrez éviter le risque de condamnation prud'homale. Voilà en ce qu'il en est du contrôle du juge et des risques. Et je ne voulais pas que, compte tenu de, je dirais, c'est assez rare que dans un outil, surtout nous en France, on manque souvent de pragmatisme, c'est assez rare qu'on ait un outil aussi adapté à l'entreprise. Donc, un, utilisez-le, mais deux, utilisez-le bien, à bon escient, avec les bons professionnels autour de vous, et vous pourrez vraiment avoir quelque chose qui va vous servir dans les temps de crise qui ne vont pas s'arrêter de sitôt et qui vont vous permettre d'avoir en plus une souplesse. Anis, à toi. Anis, il faudrait mettre le micro. On ne vous entend plus. Je demande la réactivation. Bon, voilà, c'est bon. Je disais simplement que ce qu'on essaye de vous dire depuis le début, c'est que c'est une opportunité, mais une opportunité qui nécessite le déroulement d'une méthodologie et d'une organisation avant de la mettre en place. Je vais reprendre quelques éléments sur lesquels Marielle vous a donné le contexte réglementaire et sur lequel j'aimerais aussi revenir rapidement. Sur la question des élections salariales, ça fait des années que tout le monde pense qu'il est intelligent d'éviter d'arriver à un seuil où on a des élections à faire. Aujourd'hui, cette opportunité-là montre que ce n'est pas le cas parce que lorsqu'on n'a pas fait les élections en temps voulu, ça bloque pas mal de choses. Et les accords dont on vient de parler en font partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'élection n'est pas faite, ça pose un gros problème. Et quand on fait l'élection, il faut que l'élection soit faite de manière régulière et dans l'art en respectant tous les éléments, mais ça ne veut pas dire qu'une élection ne s'organise pas. Donc aujourd'hui, il vaut mieux la rentrer dans la méthodologie, en mettre en place d'analyse avant l'action, mais ça fait partie d'un des éléments essentiels qu'il va falloir traiter. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir rapidement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, je prends l'exemple par exemple de l'équipe qui vous a été exposée tout à l'heure. L'idée de la négociation, c'est de réduire les charges immédiates qui pèsent sur l'entreprise en concédant aux salariés des éléments qui sont très intéressants pour eux, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, si vous regardez l'accord, il y a eu un accord de réduire les RTT, de bloquer les augmentations de salaire et de réduire les rémunérations. Et en échange, on a donné des incentives un peu plus lointains, le compte épargne-temps, le télétravail, des conditions favorables de départ à la retraite. Et n'oubliez jamais que dans les négociations, ce qui marche à tous les coups, c'est que le dirigeant doit donner l'exemple. Donc, je suis certain que si le dirigeant en question n'avait pas diminué sa rémunération de 15%, ça aurait été beaucoup plus compliqué de dire aux salariés qu'ils doivent supporter tout l'effort. Donc, aujourd'hui, ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en considération parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont encore les accords qui ont été faits à l'époque du passage aux 35 heures et les RTT qui ont été concédés, vous savez que ça pèse quand même un tout petit peu lourd dans l'organisation au quotidien de l'entreprise. Et dernier point sur lequel Marielle a insisté et sur lequel j'aimerais aussi revenir, c'est le contrôle du juge. Aujourd'hui, si le dossier est fait correctement, c'est-à-dire qu'il est fait en respectant la règle et en mettant en place une cohérence totale du projet entre les éléments financiers, juridiques et la négociation des salariés, il n'y a pas de raison que le juge revienne sur l'accord. La seule chose, c'est vraiment vous dire, c'est comme un jeu d'échecs en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on avance les pions avant d'avoir bien mesuré les conséquences du mouvement que l'on engage. C'est simplement cet aspect-là où il faut s'entourer de toutes les compétences nécessaires, aussi bien financières que juridiques, que organisationnelles, pour être sûr, avant d'avoir mis en place le dispositif, d'avoir couvert toutes les zones qu'il faut traiter. Parce qu'une fois que l'accord est lancé, on ne pourra pas lancer un accord toutes les semaines.
voilà ce que je voulais vous dire en complément de ce qui vous a été dit et qui va tout à fait dans le même sens. Alors, on va finir, on va faire nos conclusions à tous les deux, et puis après on répondra à vos questions si vous en avez, bien évidemment. Je voulais effectivement finir par ça. En France, c'est très franco-français, l'Allemagne réagit différemment avec ses syndicats. En France, il y a la terreur des syndicats, la peur des syndicats. Alors c'est vrai qu'il faut bouger nos marques. Là, je pense que cette crise nous oblige à le faire de toute manière. Donc on a deux solutions, ou on subit, ou on le choisit. Et si on le choisit, on l'organise. Et si on l'organise bien. Là, je vais vous expliquer pourquoi le fait de ne pas, et moi j'ai beaucoup de clients qui en ce moment sont dans une panique monumentale, pas faute de l'avoir dit, écrit, rappelé, parce qu'ils n'ont pas fait d'élection. Mais par exemple, quand on a eu les différentes ordonnances sur l'individualisation du temps de travail, moi, il y a plein de clients qui m'ont dit « Super, on signe un accord ». Ben non, non, c'est pas possible parce que vous n'avez pas d'IRP, vous n'avez pas d'institution représentative du personnel. Donc, on ne peut pas signer cet accord. Ah bon, mais comment on fait? Alors, faisons les élections. Non, parce que dans les ordonnances qui ont été rendues, notamment, il y a eu des prorogations de délai. Et là, je ne pouvais pas faire des élections avant le 1er septembre. Pour faire des licenciements économiques, il faut l'accord des institutions représentatives du personnel. Ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, le fait de ne pas le faire, soit ça rend les licenciements sans cause réelle et sérieuse, soit ça bloque l'entreprise. Donc, moi, j'en ai qui font des choses, pas que dans mes clients d'ailleurs, loin de là, mais en France, qui vont monter plusieurs entreprises pour que surtout on ne dépasse pas les seuils, parce que comme ça, on n'aura pas d'élèves. C'est pas possible, on ne peut plus fonctionner comme ça. Ce n'est plus possible. Ça a été possible au XXe siècle, au XXI, il va falloir changer. Donc là aussi, si vous avez des salariés qui sont particulièrement généreux, ben, il vaut mieux être généreux quand on va s'occuper des autres salariés, qui sont généreux, qui ont une fibre sociale, eh bien, allez les solliciter, dites-leur qu'ils se présentent, essayez de les sensibiliser, faites des formations là-dessus. Mais de toute manière, sauf si vous êtes tout seul et si vous n'avez pas de salariés, dans ces cas-là, vous n'êtes pas concerné tout simplement par ce webinaire d'aujourd'hui. Mais si vous avez des salariés, il va falloir dans ces temps, et les choses vont s'aggraver, je pense, au deuxième semestre, sans être défaitiste, parce que là, on a eu beaucoup de mesures qui ont gelé les difficultés. On a eu le gel de l'étatisation des paiements, on a eu les PGE qui sont intervenus. Donc, on n'est pas conscient de la gravité encore de la situation. Le deuxième semestre, et je ne suis pas défaitiste, je suis plutôt de nature optimiste, mais ça va être une catastrophe, d'où le fait qu'il faut anticiper, se préserver ses équipes et effectivement faire les élections qu'on doit faire. Je ne dis pas de faire du zèle, mais quand on doit faire des élections parce qu'on a dépassé les seuils, moi j'ai certaines personnes qui me disent « Ah non, mais moi j'embauche pas le dernier parce que sinon on passe au-dessus de 50 ». Et alors? Ah non, mais au-dessus de 50, c'est l'usine à gaz. Non, c'est qu'on considère que quand on a une cinquantaine de salariés, il faut organiser les choses différemment. Mais déjà, quand on en a plus de 20, il faut organiser les choses différemment. Donc, en fin de compte, il faut, je pense, vraiment prendre une nouvelle trajectoire dans les négociations syndicales, aller éventuellement chercher des salariés qui sont les vôtres, que vous connaissez parfaitement, ceux qui ont une fibre sociale, RH, généreuse, altruiste, pour leur dire, écoutez, peut-être qu'il faut y aller, plutôt que de dire, non, non, je fais des élections, mais j'espère que j'aurai un PV de carence. Non, c'est stupide. C'est stupide, j'assume ce que je dis. Alors là, il faut changer de braquet, et il faut changer de stratégie et justement se dire qu'à plusieurs, on est plus intelligent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors ce mot-là aussi, il est dévoyé, mais oui, c'est une vraie chance. Quand on est plusieurs à travailler sur le même sujet, on a des horizons différents et on va pouvoir travailler de manière plus constructive. Et le but, c'est toujours pareil, sauver l'entreprise. C'est tout. Donc voilà, mon mot de la fin, même s'il n'est pas directement en lien avec les APC, mais oui, quelque part, n'ayez pas peur, essayez de vous organiser, faites-vous aider par un coach, par des formateurs, pour voir que c'est pas terrifiant des syndicats, il y en a qui se comportent mal en France, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui se comportent bien. Donc, il suffit de trouver les bonnes personnes et d'avoir les bons interlocuteurs. Et de toute manière, sans vos salariés, vous ne sauverez pas les boîtes. Et les boîtes, sans vos patrons, vous ne sauverez pas vos emplois. Donc, on est condamné à s'entendre. Autant ne pas le faire parce qu'on est condamné, mais parce qu'on a envie de le faire. On fait mieux ce qu'on a envie de faire. Alors voilà, ma petite conclusion, elle est très personnelle, pas très juridique, mais si vous pouvez l'entendre, je pense que ça sera bien pour vos entreprises. Anis ? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à part d'insister que c'est le bon moment de commencer à se poser les questions de la refonte et au moins une analyse approfondie
des critères de rentabilité, la politique salariale, la productivité. C'est le moment parce que, on en a besoin, parce que la crise n'est pas terminée. Marielle le rappelait tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui ont eu une bouffée d'oxygène par le report des charges sociales, par les PGE, par pas mal de dispositifs d'aide. Mais il va falloir après repartir dans un fonctionnement entre guillemets plus normal et habituel. Et c'est le moment, entre ces deux moments, de se poser les questions. Et s'il y a des ajustements à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire. Et cet outil-là est un outil qui aide les entreprises dans une mesure assez importante parce qu'il couvre les éléments les plus sensibles des postes de coût aujourd'hui. Donc, s'il faut commencer à faire quelque chose maintenant, c'est bien se poser les questions pour savoir s'il y a quelque chose à faire dans le cadre des accords. Voilà. Voilà, on vous remercie de votre écoute et on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Alors, il y a des remerciements de Muriel dans le chat. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent poser des questions. N'hésitez pas à prendre directement la parole, hein, ne vous embêtez pas à la noter dans le chat maintenant que l'intervention est terminée. Merci Marielle pour la qualité et dynamique de ton intervention comme toujours et merci Anis également. Isabelle, vous avez une question peut-être? Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, j'ai une activité qui est dans le droit social, puisque je suis dans le traitement de la paye, mais en tant qu'intervenant en autodidacte et en alternative entre le cabinet comptable et d'autres structures. Donc, j'ai des clients qui sont effectivement en difficulté financière, qui commencent à se poser des questions. Et pour conclure un APC, est-ce qu'on a une durée limite? C'est-à-dire, il ne me semble pas avoir vu dans votre conférence une durée, c'est-à-dire, est-ce qu'on a 2 ans pour en faire ou est-ce que les décrets et les accords qui sont passés par le biais du gouvernement, c'est sur une durée là aussi indéterminée? Non, il n'y a aucun problème, puisque ça a été créé bien avant, ça ne fait pas partie des ordonnances qu'on appelle les ordonnances Macron. Hein. Ça a été créé en 2017, donc 22 septembre 2017, donc vous n'avez aucune durée. Vous avez, les besoins peuvent effectivement intervenir en fin d'année, en début d'année prochaine. Hein. Donc après, si j'ai juste un conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment quand la situation est, ce que disait la jurisprudence avant, irrémédiablement compromise pour agir, parce que ça sera trop tard. Il faut encore négocier quand on a encore un peu de sérénité. Voilà. Mais c'est plus complètement d'accord. Voilà. Parce que effectivement, le but de ma présence aujourd'hui, c'est de suivre l'actualité et l'intervention que vous avez fait tous les deux, qui est très intéressante, et de pouvoir orienter les clients et de les éveiller en fait à ce genre, à l'APC, et de les orienter vers l'avocat et et effectivement vers l'expert comptable si spontanément il n'en parle pas. Et donc oui, voilà, les aspects financiers, tout ça, j'ai bien noté et je vous remercie. Je vous en prie. Le but, c'était de faire de la prévention. C'est ce qu'on a essayé de faire dans tous les webinaires de l'Union patronale. Moi, j'en ai fait plusieurs. C'est vraiment de faire de la prévention. Parce qu'en prévention, on est toujours meilleur qu'a posteriori. Et nous, les avocats, on nous voit malheureusement, donc moi, c'est aussi de la publicité fonctionnelle pour la profession d'avocat, on nous voit toujours a posteriori dans les tribunaux, voire avec une robe à la cour d'assises. Bon, c'est vraiment une toute petite, même si on a un ministre de la Justice qui est maintenant un illustre avocat pénaliste, c'est vraiment une toute petite partie de la profession. Nous, les avocats, on fait beaucoup de conseils, et c'est là où on retrouve nos collègues de travail, les experts comptables, parce qu'on travaille ensemble. On est d'accord. Indispensable de l'entreprise. Alors après, il peut y avoir des coachs, il peut y avoir des gens qui font de la paye comme vous, il y a beaucoup d'autres personnes autour de l'entreprise. Complètement d'accord. En amont, on est les deux partenaires naturels, institutionnels. Absolument. Et souvent, malheureusement, et là c'est pour ça que là aussi je fais de la pédagogie, souvent il y a des guéguerres intestines qui me paraissent d'une stérilité consternante. On est complémentaires, avocats, experts comptables. On n'est pas opposés. On s'en moque, qui c'est qui va facturer l'Assemblée d'approbation des comptes. Ce qui compte, c'est l'accompagner. Et là, on n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est là où on est inquiet, quand on voit que les entreprises du tourisme, notamment, qui sont à 35% de notre PIB au niveau des Alpes-Maritimes, certains hôtels n'ont pas ouvert. Alors, on a l'activité partielle, là aussi, j'ai oublié de le citer, qui a permis de garder les sociétés à flot. Mais l'État ne va pas pouvoir continuer à maintenir. Non, on est complètement d'accord. Donc, il faut prendre d'autres mesures.
C'est pour ça qu'avant de conclure l'APC, donc j'ai bien entendu l'intervention aussi pardon pour le nom, j'ai pas retenu, je crois que c'est Monsieur Anis, mais pour la partie expert comptable. Et c'est vrai que si on a des élections, enfin si le client la société a des élections professionnelles à organiser, ça demande du temps. Donc, le temps de faire ça, après de faire toute l'analyse pour mettre en place l'APC, ça passe très vite en fait. Non seulement il faut du temps, mais là, comme le rappelait Marielle, ce n'est pas possible de lancer des opérations avant le 1er septembre. Je sais, ouais. Donc, en fait, entendu, ça veut dire qu'on est bloqué. Mais moi, j'assume aussi le fait qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui, pendant des années, ont dit à leurs clients qu'il ne fallait pas organiser d'élections, que c'était mieux d'avoir plusieurs sociétés et filiales pour éviter de dépasser les seuils. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce débat-là, il est dépassé. On n'est plus dans cette optique-là parce que ça va finir par nuire plus que servir. Aujourd'hui, une élection bien faite et bien organisée est beaucoup plus utile à l'entreprise que d'essayer d'obtenir un PV de carence par tout moyen. C'est aussi le spectre des cotisations, parce qu'on a aussi mis en avant pendant des années que s'ils atteignaient tel effectif, ça allait augmenter les charges et donc patati patata. Mais si la société se développe, c'est aussi une nécessité d'avoir plus de salariés. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut, je pense. Et démultiplier les entreprises, de toute façon, ça a un coût aussi et finalement, parfois, un coût plus important que les cotisations. Donc, non seulement ça a un coût plus important, mais Marielle, tout à l'heure, a donné un exemple d'à quel point on peut arriver à des situations aberrantes. Moi aussi, j'ai des clients qui évitent d'embaucher le 50e salarié à tout prix, alors que normalement, le but du chef d'entreprise, c'est de développer son entreprise, ce n'est pas de bloquer le développement pour ne pas avoir un CSE. Donc aujourd'hui, tout ça, ça n'est plus entendable ni acceptable par les salariés et encore moins dans une optique où les urgences dans l'entreprise ne sont pas là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des outils qui ont été créés il y a quelques temps que personne n'avait vu ou utilisé, parce que comme le rappelait Muriel, les accords de performance collective existent depuis 2017. Moi, depuis le mois de mars, je trouve ça quand même assez étonnant. Les gens découvrent l'activité partielle qui s'appelait avant le chômage partiel, mais ça a toujours existé. Hein. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des aménagements pour la situation Covid, mais ce n'est pas une invention du Bon. En tout cas, merci de votre intervention et de vos questions. Parce que continue à parler, mais il y a son micro qui s'est coupé. Oui. Anis, oui, ça s'est coupé quand oui, je viens de voir. Chômage partiel, oui. Non, mais c'est bon. Je voulais juste rappeler que le chômage partiel existait. Donc, il y a une batterie d'aides et de support à l'entreprise aujourd'hui qui sont souvent méconnus et on stigmatise toute l'attention sur des questions secondaires. Pour moi, aujourd'hui, l'élection ou pas des délégués du personnel n'est plus l'urgence de l'entreprise. C'est une obligation légale, il faut le faire. Et des fois, ça aide même d'en avoir que de ne pas en avoir. C'est ça. Et de le faire dans un contexte calme plutôt que dans un contexte d'urgence et de tension. Absolument, absolument. Moi, je sais que j'aurai beaucoup de boulot dès le 1er septembre parce que j'ai des clients qui n'avaient pas voulu le faire. Et là, du coup, je suis bloquée sur les PSE surtout. Donc, ils me disent, ah, mais c'est pas possible, moi, il faut que je fasse un PSE. Ah, mais c'est pas possible, je ne peux pas le faire. C'est ça. OK. Donc là, merci beaucoup. Là, le devoir de conseil, parce que si vous êtes au cœur des payes, vous êtes au cœur des salaires, vous êtes au cœur de l'entreprise aussi, il ne faut pas se leurrer, on le sait bien. Eh bien, là aussi, c'est de dire, attention, là, parce que vous voyez forcément l'effectif monter, puisque vous faites des bulletins de paye. Et oui, on est en contact avec les chefs d'entreprise tous les mois au moins, enfin, très régulièrement. Donc, on voit. Encore plus en amont. Encore plus en amont. C'est vous qui déclenchez l'embauche, enfin, qui à un moment donné accompagnez l'embauche. Donc, à un moment donné, il faut dire attention, là, j'en ai 18 à faire là, de bulletin de paye. Vous avez vu qu'on dépasse les seuils, on n'est plus que. Voilà. Donc, moi, il y en a qui comptent, qui font des trucs, qui laissent à temps partiel pour pas qu'en cumulant, on dépasse. Non, ça, c'est plus possible. Voilà. On est d'accord. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci à vous et de vos questions. Merci Elisabeth. On a Christophe Tassano qui doit malheureusement se déconnecter et qui vous remercie pour cette présentation très claire et documentée. Et Margaret aussi qui a dû se déconnecter, qui vous remercie pour cette intervention très éclairée. Donc, super. Voilà. Merci à tous. Du coup. Merci Anis. Merci Marielle. J'ai bien apprécié l'exercice, mais j'espère qu'au moins ça a été pédagogique aussi sur la façon de faire travailler
les deux conseils de l'entreprise ensemble. Hein. Je pense qu'on était bien, enfin, on était bien alignés. On pense les mêmes choses. Donc, de toute manière, il est logique qu'on dise les mêmes. Bon, merci beaucoup à vous deux. En tout cas. Merci. Donc, bonne fin de journée. Prenez soin de vous et de votre entreprise à tous. Et puis, bon courage. Hein. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, Alice. Au revoir, Au revoir. madame. Au revoir.